Avant que je commence ma présentation de la société ArcelorMittal, voyons ce qu'est devenue la société Seplat Energy que je vous ai présentée le 9 janvier 2022. Le cours de l'action était alors de 85,20 pence. Aujourd'hui, ce jeudi 25 août 2022, le cours de l'action est de 122,5 pence. Sur l'intervalle, le cours de l'action s'est donc apprécié de 43,8%. Sur l'intervalle, la société a également distribué un dividende de 0,10 $, ce qui correspond à 8,45 pence, et à un rendement sur dividende de 6,9%. Donc si on fait la somme de 43,8% et de 6,9%, on a un gain total sur la période supérieur à 50%. Alors je rappelle que la société Seplat Energy officie au Nigeria et que cette société est promise à un très bel avenir. C'est une future grande. Voyons à présent la société ArcelorMittal. Pour ne pas rater ma prochaine capsule, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Vous pouvez également mettre des likes pour m'aider à faire connaître la chaîne et me récompenser de mon travail. Je vous remercie beaucoup. ArcelorMittal, une future cash-co? Telle est la question que l'on peut se poser. Voyons quelques chiffres pour présenter la société. Second sidérurgiste mondial par le volume d'acier produit, derrière le chinois China Boyu Steel Group, ArcelorMittal est né en 2006 de l'OPA réussi de Mittal Steel Company, dirigée alors par Lakshmi Mittal, sur le champion européen de l'acier d'alors, Arcelor. La société, dont le siège social est à Luxembourg, compte environ 157 909 employés et des clients dans 155 pays. Elle fabrique de l'acier dans 16 pays répartis sur 4 continents. Dispose de 37 installations, usines sidérurgiques intégrées et mini-aciéries, et de 11 centres de recherche. Le budget recherche et développement en 2021 fut de 270 millions de dollars. Les usines de Dunkerque et de Fos-sur-Mer en France sont des usines sidérurgiques intégrées. Avec une production d'acier brut de 69,1 millions de tonnes en 2021, la société fait partie des plus grands sidérurgistes mondiaux, avec une place de leader en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Une seconde place en Afrique et une sixième place en Russie, et une plus petite présence en Asie, mais en croissance. En proportion, les Amériques comptent pour 30% dans la production d'acier brut, 53% pour l'Europe, et les 17% restants sont produits au Kazakhstan, en Afrique du Sud et en Ukraine. La société intervient sur tous les maillons de la chaîne de valeur de l'acier, de l'extraction des matières premières à l'élaboration des aciers, jusqu'aux activités de transformation et de distribution en aval. Le cœur de métier de l'entreprise, la production d'acier. Partant du constat que pour bien analyser une entreprise, il faut bien comprendre ce qu'elle fait, nous allons voir le fonctionnement d'une usine sidérurgique intégrée et celui d'une mini-aciérie. Ces deux types d'installations industrielles produisent des aciers, mais ce qui les distingue est la filière mise en œuvre. Dans une usine sidérurgique intégrée, il s'agit de la filière fonte, tandis que dans une mini-aciérie, c'est la filière ferraille. Au cours de son processus de production, une usine sidérurgique intégrée est amenée à fabriquer de la fonte. Rappelons qu'une fonte est un alliage de fer et de carbone comportant plus de 2% de carbone. Les usines sidérurgiques intégrées comprennent nécessairement une unité d'agglomération de minerai de fer, des unités de coquefaction, des hauts fourneaux, des convertisseurs à dioxygène, une aciérie et des laminoirs. Les minerais de fer et le charbon sont les deux matières premières principales d'une usine sidérurgique intégrée, mais leur utilisation directe n'est pas possible dans un haut fourneau. Il faut convertir les minerais de fer en agglomérés
et le charbon en coke pour que le fonctionnement du haut fourneau soit optimisé. C'est le rôle de l'unité d'agglomération et des unités de cokéfaction. Le rôle des unités de cokéfaction est de produire le coke métallurgique dont ont besoin les hauts fourneaux. Il est fabriqué par pyrolyse à l'abri de l'air et à environ 1250 degrés Celsius d'un mélange de charbon. Rappelons qu'une pyrolyse, c'est la décomposition d'un corps sous l'effet de la chaleur. L'opération dure une vingtaine d'heures en moyenne et on obtient à la fin un solide poreux et fissuré constitué uniquement de carbone et de matière minérale calcinée. Le coke métallurgique est un combustible au pouvoir calorifique élevé. Il permet d'atteindre des températures très élevées dans le haut fourneau et de réduire les minerais de fer pour obtenir de la fonte, alliage de fer et de carbone. Comment les choses se passent-elles? Un haut fourneau est une tour creuse faite en matériaux réfractaires dans lequel l'aggloméré est chargé en couches alternées avec du coke et du calcaire. Sous l'effet de la température, le calcaire se transforme en chaux vive. La chaux vive a des propriétés intéressantes en sidérurgie. Elle facilite la fusion, c'est ce que l'on appelle un fondant, et elle permet d'extraire les impuretés de la fonte liquide ou de l'acier liquide, notamment le soufre et le phosphore qui fragilisent un acier. La durée de vie d'un haut fourneau est de l'ordre de 25 ans. Une réfection des briques réfractaires est nécessaire au bout de 12 ans environ, et son coût voisine les 100 millions d'euros. À la base du haut fourneau, des tuyères injectent de l'air chaud à une température allant de 1000 degrés Celsius à 1250 degrés Celsius pour faire brûler le coke de manière à fabriquer du monoxyde de carbone dont la fonction sera de réduire les oxydes de fer formant initialement les minerais de fer dans le but d'obtenir du fer liquide. Ce fer liquide ruisselle sur le coke et se charge en carbone pour produire un alliage de fer et de carbone appelé fonte. La fonte s'accumule à la base du haut fourneau dans un creuset où elle est régulièrement prélevée. Notons qu'au cours du processus, il est intéressant économiquement d'injecter par les tuyères du charbon pulvérisé, c'est ce qu'on appelle le procédé PCI pour Pulverized Coal Injection, ce qui permet une moindre consommation de coke, sachant que le coke est plus cher que le charbon. De nos jours, la coulée de fonte est continue. La fonte rejoint l'aciérie dans des poches torpilles. Alors la partie supérieure du haut fourneau est ce qu'on appelle le gueulard. Voici une image réelle de ce que c'est qu'un gueulard. Sur cette image, nous avons une poche torpille dont la fonction est de récupérer la fonte liquide au pied du haut fourneau pour la transférer en direction de l'aciérie. Alors du carbure de calcium est ajouté dans la fonte contenue dans une poche torpille, ce qui permet de se débarrasser du soufre présent dans la fonte liquide sous la forme de sulfure de calcium flottant à la surface de la fonte. Comme nous l'avons vu, le soufre est en effet un élément fragilisant l'acier. Les poches torpilles sont ensuite vidées de leur contenu dans des poches droites à bec qui permettront de transférer la fonte vers des convertisseurs à dioxygène où elle sera transformée en acier liquide en présence de dioxygène pur et de chaux vive ajoutée. Donc ici, on a une poche droite à bec au pied de la poche torpille. Nous sommes ici dans l'aciérie. Nous avons ici une poche droite à bec contenant de la fonte liquide issue d'une poche torpille. Cette fonte liquide est ensuite versée dans un convertisseur à dioxygène. Dans un convertisseur à dioxygène, du dioxygène pur est soufflé sur le bain de fonte au moyen d'une lance refroidie à l'eau, ce qui permet l'obtention d'acier liquide à partir de la fonte en diminuant la teneur en carbone et d'enlever également des éléments indésirables
phosphore, silicium, manganèse, soufre restant, etc. Notons qu'une quantité bien précise de ferraille est également ajoutée dans le convertisseur à dioxygène, jusqu'à 25%. Comme l'acier est recyclable à l'infini, les ferrailles peuvent être ajoutées facilement tout au long du processus de fabrication de l'acier. Sur cette image, on voit l'installation d'un convertisseur à dioxygène dans une aciérie. On peut se rendre compte du gigantisme de cette machine. Sur l'image d'à côté, nous avons un convertisseur à dioxygène en plein fonctionnement. Nous avons ici la lance à dioxygène qui insuffle du dioxygène pur sur la fonte liquide pour la convertir en acier liquide. Maintenant que nous avons vu comment s'élabore l'acier dans la filière fonte, nous allons voir comment les choses se passent dans les mini-aciéries. Dans les mini-aciéries, on emploie une seconde voie pour obtenir de l'acier liquide qui consiste en la fusion de ferraille, acier et fonte recyclés au four électrique à arc. Les mini-aciéries sont dépendantes de l'offre en ferraille et du coût de l'électricité. Et la qualité de l'acier produit est étroitement liée à celle des ferrailles employées. De plus en plus, on tend à substituer aux ferrailles des minerais de fer directement réduits, les DRI. On tend alors vers un troisième modèle, celui des mini-aciéries intégrées. DRI, DRI, signifie Direct Reduced Iron. Il s'agit de fer presque pur, obtenu en enlevant les atomes d'oxygène liés aux atomes de fer dans le minerai de fer, à l'aide d'un gaz réducteur comme le monoxyde de carbone ou le dihydrogène, ou par réaction avec du carbone. Notons que le monoxyde de carbone et le dihydrogène peuvent être obtenus simultanément par reformage du gaz naturel, d'où son emploi pour obtenir du DRI. Dans le four électrique à arc se déroule également un certain affinage par soufflage de dioxygène pur en présence de chaux vive, la chaux vive jouant alors le rôle d'agent purificateur. Comme nous venons de le voir, la qualité de l'acier produit par une mini-aciérie est intimement liée à la qualité des ferrailles employées. Dans les mini-aciéries intégrées, les ferrailles sont laissées de côté et on leur substitue une matière première de meilleure qualité fabriquée sur place, telle que le fer de réduction directe, encore appelé DRI. Au niveau de la qualité de l'acier, les mini-aciéries intégrées peuvent rivaliser avec les usines sidérurgiques intégrées du fait que les DRI, produits à partir des minerais de fer, contiennent moins d'impuretés que les ferrailles. Les mini-aciéries intégrées disposent de divers avantages concurrentiels par rapport aux mini-aciéries. Elles ne sont pas soumises à la volatilité du prix des ferrailles, et elles peuvent décider d'acheter une grande quantité de ferraille lorsque les cours sont bas pour en réintroduire dans son processus de production. La production de DRI nécessitant une importante quantité de gaz naturel, les mini-aciéries intégrées sont également très sensibles au prix du gaz naturel. Quelle que soit sa filière d'origine, l'acier liquide formé est transvasé dans des poches à acier. C'est à partir de là qu'intervient la métallurgie secondaire, dite encore métallurgie en poche. Il s'agit du traitement de l'acier liquide. Elle comporte plusieurs opérations successives ou combinées. Voyons les étapes de la métallurgie secondaire de l'acier. Alors tout d'abord, nous avons l'affinage, c'est-à-dire l'élimination des éléments indésirables restant dans l'acier liquide, soufre notamment, que l'on enlève par l'action de la chaux vive. Alors remarque, un des procédés d'affinage le plus utilisé consiste en le traitement du métal liquide sous vide, ce qui permet d'en extraire les gaz dissous. La mise à la nuance consiste à ajuster la composition chimique de l'acier
en ajoutant d'autres espèces chimiques, manganèse, chrome, nickel, etc., pour obtenir les propriétés souhaitées. La coulée, la solidification, soit sous forme de lingots, soit directement sous forme de produits solides plats, qu'on appelle des brames, ou longs, que l'on appelle des blooms ou des billettes, par coulée continue, soit sous forme de pièces de fonderie, soit même sous forme de poudre. Sur l'image, nous avons ici une poche à acier dans un four de métallurgie secondaire. Cette poche à acier servira ensuite à alimenter une coulée continue qui servira à fabriquer divers produits métallurgiques, ou bien des brames, ou bien des billettes, ou bien des blooms. Vous remarquerez que la section transversale des blooms est beaucoup plus importante que la section transversale des billettes. Voici une image qui vous montre à quoi ressemble un bloom, une billette ou une brame à la sortie d'une coulée continue. Dans une troisième étape, après l'élaboration de l'acier liquide et son traitement, vient la mise en forme par des transformations thermomécaniques, laminage, etc. Nous avons ici un laminoir qui va traiter les produits semi-finis issus d'une coulée continue, comme une brame, une billette, un bloom ou encore un lingot, pour en faire un produit davantage abouti. Concrètement, que permettent de fabriquer les brames, les billettes et les blooms? Les blooms permettent de produire des poutrelles, des rails de chemin de fer ou de grues de construction, des profilés en T ou en U, des pales planches. Les billettes, quant à elles, servent à fabriquer des ronds à béton, des câbles, des fils, des barres de section ronde, carrées ou hexagonales, des barres plates, etc. Alors ces barres peuvent devenir par la suite des tiges filetées ou non, des écrous, des boulons, des treillis soudés pour le béton armé, etc. Une brame, quant à elle, permet de réaliser des tubes soudés, des plaques d'acier ou tôles fortes, des bobines de tôle, des tôles à relief, des profilés longs, des tôles nervurées, des feuilles d'acier et un tas d'autres produits. Si nous faisons l'inventaire des unités de production d'acier possédées par ArcelorMittal, nous trouvons 14 usines sidérurgiques intégrées, 2 au Brésil, 3 en Allemagne, 1 en Belgique, 2 en France, 1 en Espagne, 1 en Italie, 1 en Pologne, 1 en Bosnie-Herzégovine, 1 au Kazakhstan, 1 en Ukraine. Pour ce qui est des mini-aciéries intégrées, ArcelorMittal en possède 4, 1 au Canada, 1 au Mexique, 1 en Bosnie-Herzégovine et 1 en Afrique du Sud. Les mini-aciéries possédées par ArcelorMittal sont au nombre de 13, 1 au Canada, 3 au Brésil, 1 en France, 1 en Belgique, 1 au Luxembourg, 2 en Espagne, 1 en Pologne, 1 en Allemagne, 1 en Roumanie et la dernière au Maroc. La part des usines sidérurgiques intégrées dans la production mondiale d'acier est des 2/3, le restant étant élaboré dans des mini-aciéries. Bien que leur production ne dépasse généralement pas 1 million de tonnes par an, les mini-aciéries ont généralement des coûts de production plus faibles et une productivité plus élevée que les usines sidérurgiques intégrées. Mais elles ne fabriquent qu'un seul type de produit. Abordons à présent les activités extractives d'ArcelorMittal. Dans un premier temps, nous verrons quels sont les principaux intrants
pour un sidérurgiste, c'est-à-dire quelles sont les principales matières premières nécessaires à son activité, à savoir produire de l'acier. Les principaux intrants pour un sidérurgiste sont le minerai de fer, le charbon pour la cokéfaction, les combustibles solides, charbon thermique, les alliages de fer et de manganèse, les métaux de base, zinc, étain, aluminium, nickel, les ferrailles, l'électricité et le gaz naturel notamment pour la production de drits. ArcelorMittal n'est pas qu'un producteur d'acier. C'est aussi une compagnie minière extrayant du charbon et du minerai de fer, ce qui permet de sécuriser une partie des approvisionnements en matières premières et d'assurer une certaine protection contre la volatilité du prix des matières premières et contre les contraintes d'approvisionnement mondial. Le tableau suivant montre le degré d'autosuffisance de l'entreprise en intrants pour l'année 2021. On voit immédiatement que la société produit une part importante des minerais de fer qu'elle consomme et que ses unités de cokéfaction ne suffisent pas tout à fait à couvrir ses besoins. Certaines de ses filiales sont obligées de s'approvisionner à l'extérieur auprès de fournisseurs de coke mais à l'échelle régionale pour limiter les coûts. Dans la dernière ligne du tableau, dans la colonne Autres sources, on peut lire 14,9 millions de tonnes. Il s'agit probablement de la consommation de ferraille en 2021. En complément de ses achats de ferraille externes, ArcelorMittal produit aussi une quantité substantielle de Direct Reduced Iron ou DRI, 14,9 millions de tonnes pour alimenter ses mini-aciéries. ArcelorMittal possède pas moins de 9 mines en activité, une mine de charbon et 8 mines de minerai de fer. Les activités d'extraction du charbon sont basées uniquement au Kazakhstan. Là, les réserves sont assez modestes, mais elles permettront de couvrir la presque totalité des besoins de notre usine sidérurgique intégrée de Temirtau pendant 10 ans. Alors rappelons que Temirtau est une ville du Kazakhstan. Le faible coût de production des minerais de fer dans ces mines confère un avantage concurrentiel à la compagnie. Elle n'est pas contrainte d'acheter au prix fort tout le minerai de fer nécessaire à ses activités sidérurgiques. La société extrait du minerai de fer au Brésil, en Bosnie-Herzégovine, au Canada, au Kazakhstan, au Libéria, au Mexique et en Ukraine. 2 mines de minerai de fer sont en développement dans l'est de l'Inde par le biais d'une coentreprise avec Nippon Steel, mais détenue à 60% par ArcelorMittal. Leurs ressources combinées en minerai de fer sont de 280 millions de tonnes. Les réserves prouvées et probables n'ont pas encore été évaluées. D'après le tableau que j'ai construit, ArcelorMittal pourra conserver son avantage compétitif concernant son approvisionnement en minerai de fer à bas coût pendant un minimum de 18,6 ans, durée qui peut être portée à 32,4 ans si on prend en compte les réserves probables de minerai de fer, lesquelles sont particulièrement importantes en Ukraine et au Libéria. Notons que l'activité minière est gérée comme un segment distinct, ce qui renforce la capacité de la société à optimiser l'allocation de son capital. Les mines d'ArcelorMittal ont aussi un bon accès à des infrastructures de transport maritime, notamment 15 ports en eau profonde, détenus ou partiellement détenus par la société et desservis par des voies de chemin de fer. Regardons à présent ArcelorMittal sous l'angle de ses finances. Tout d'abord, jetons un coup d'œil sur la composition du capital d'ArcelorMittal. Le nombre d'actions au 31 juillet 2022
est d'environ 877 millions d'actions. Le nombre d'actions autodétenues au 31 juillet 2022 est d'environ 31 millions d'actions. Alors ce sont des actions de la société qui ont été rachetées par la société elle-même sur le marché à un moment ou à un autre. Le nombre d'actions détenues par la famille Mittal est d'environ 330 millions d'actions, ce qui représente 37,6% du capital de la société. La capitalisation boursière de la société au 21 août 2022 est de 20,4 milliards d'euros. Alors je rappelle que la capitalisation boursière d'une société, c'est le nombre d'actions de la société multiplié par le cours de bourse. Avec 37,6% du capital de la société, la famille Mittal est l'actionnaire de référence d'ArcelorMittal. Et la société est dirigée par Aditya Mittal, le fils de Lakshmi Mittal. La famille Mittal a tout intérêt à ce que l'entreprise prospère. Nos intérêts, puisque je suis actionnaire minoritaire de la société, me semblent alignés pour le moment, puisqu'il y a peu de risques pour qu'un retrait de la cote à vil prix intervienne. J'aime beaucoup quand l'actionnaire de référence est une famille, parce qu'on est bien souvent sûr que la société sera gérée dans l'intérêt de tous. Il ne faut pas non plus que la société, ou plutôt que la famille, possède une trop grande part du capital, sinon on peut très bien être exposé à un risque de retrait de la cote de l'action à vil prix lorsque les marchés s'effondrent par exemple. Allons plus loin maintenant en examinant les métriques de la société sur les exercices 2020-2021 et sur le premier semestre de l'année 2022. Si l'on compare les exercices 2020 et 2021, on peut constater une forte augmentation du chiffre d'affaires, mais il ne faut pas perdre de vue qu'ArcelorMittal est éminemment cyclique, c'est-à-dire que ses performances économiques sont très tributaires du contexte économique global. Cependant, la société juge les perspectives du marché favorables pour 2022. Hors Chine, elle s'attend à une hausse mondiale de la consommation d'acier de l'ordre de 2,5 à 3% et à une croissance de ses expéditions de 3%. ArcelorMittal anticipe un EBITDA important pour 2022 et une forte génération de free cash flow, c'est-à-dire de flux de trésorerie libre. C'est encore ce qu'on appelle un flux de trésorerie disponible. On notera que pour l'exercice 2020, la société était en perte, tandis qu'en 2021, les bénéfices sont pléthoriques, ce qui illustre à nouveau le caractère cyclique de l'activité d'ArcelorMittal. Dans tous les cas, on notera que le flux de trésorerie libre est demeuré positif, que ce soit en 2020 ou en 2021. Pour calculer les flux de trésorerie libre, on prend les flux de trésorerie générés par l'activité opérationnelle de l'entreprise et on leur soustrait les flux de trésorerie consacrés aux investissements. Je rappelle que les flux de trésorerie libre, c'est l'argent dont dispose l'entreprise pour payer les intérêts de sa dette, rembourser sa dette et éventuellement payer un dividende aux actionnaires ou racheter des actions. Je rappelle également que pour qu'un dividende soit pérenne, il faut impérativement que la somme allouée au paiement des dividendes soit plus petite que le flux de trésorerie libre et également plus petite que le bénéfice net. Si ce n'est pas le cas, alors on met en danger la santé de l'entreprise. Et si on poursuit ce genre de politique, en règle générale, cela finit mal, très très mal. L'autre point du bilan d'une société sur lequel il faut être vigilant, c'est la dette. En effet, lorsqu'une entreprise n'est plus capable de faire face à sa dette, ses actionnaires peuvent en perdre le contrôle au profit des créanciers de la société. Voyons ce qu'il en est
pour la société ArcelorMittal. On peut voir qu'entre les exercices 2020 et 2021, la dette totale brute a été fortement réduite. C'est également le cas pour la dette totale nette. Alors je vous rappelle que la dette totale nette, c'est simplement la dette totale brute moins les trésoreries et équivalents de trésorerie. Nous avons ici une entreprise qui est saine, puisque la dette totale nette est faible, elle est très facilement gérable par la société. Pour ce qui est des capitaux propres, on voit bien que les capitaux propres ont fortement augmenté entre 2020 et 2021, puisqu'on est passé de 40,2 milliards de dollars à 51,3 milliards de dollars. Alors je rappelle que les capitaux propres, c'est ce qui est censé revenir à l'actionnaire si on vend tous les actifs et qu'avec l'argent récolté, on rembourse tous les passifs. J'ai calculé les capitaux propres par action de la société en divisant les capitaux propres par le nombre d'actions de la société. Et dans ce cas-là, on constate également une forte augmentation des capitaux propres par action entre l'exercice 2020 et l'exercice 2021. Qu'en est-il pour les chiffres du premier semestre de l'exercice 2022? Alors on peut voir que ce premier semestre de l'exercice 2022 s'est très bien déroulé puisque l'entreprise a réalisé un bénéfice net de 8,048 milliards de dollars. Si on extrapole un tel résultat net pour le second semestre, nous avons une entreprise ici qui a un PER plus petit que 2, ce qui est franchement ridicule. On constate également une très bonne tenue des flux de trésorerie libres sur les 6 premiers mois de l'année 2022. La dette totale nette augmente un petit peu de 0,2 milliards de dollars. On constate une nouvelle appréciation des capitaux propres par action. Si on compare les capitaux propres par action au cours de bourse, on constate qu'ils sont 2 fois plus grands que le cours de bourse, ce qui est le signe d'une entreprise extrêmement sous-évaluée. Pour les 6 premiers mois de l'année 2022, les métriques sont très encourageantes. Cependant, le contexte économique général semble se détériorer et nous sommes bien loin d'un apaisement en Ukraine, ce qui laisse planer une ombre sur la seconde partie de l'année. Sera-t-elle aussi bonne que la première? La société a bien progressé ces dernières années dans le renforcement de son bilan, ce qui lui donne des armes pour croître d'une manière organique ou par acquisition, avec une préférence pour ce dernier mode de développement, jugé plus attrayant et plus dans l'ADN du groupe. En 2022, les choses n'ont pas traîné. Le 14 avril 2022, ArcelorMittal annonça l'achat de 80% de l'usine HBI de Voestalpine au Texas pour 1 milliard de dollars. Cette usine ultramoderne a une capacité annuelle de 2 millions de tonnes de HBI, qui est une forme compacte de fer à réduction directe, DRI, de qualité supérieure, développée pour surmonter les problèmes liés à l'expédition et à la manutention du DRI. Cette acquisition va renforcer ArcelorMittal dans sa position de leader mondial de la production de DRI. Le 18 juillet 2022, ArcelorMittal acquiert le sidérurgiste brésilien Companhia Siderúrgica do Pecém pour environ 2,2 milliards de dollars. L'entreprise exploite un haut fourneau capable de fabriquer 3 millions de tonnes d'acier à l'année, à partir duquel elle produit des brames à un coût compétitif à l'échelle mondiale. Cette acquisition permet à ArcelorMittal d'augmenter sa part de marché dans un pays à forte croissance. Abordons ce qui nous intéresse en premier lieu, à savoir le retour à l'actionnaire. Un dividende brut de 0,38 $ par action fut payé le 10 juin 2022, ce qui représente un rendement de l'ordre de 1%,
et un montant total affecté aux dividendes de 356 millions de dollars. Là, on voit bien que ce montant affecté aux dividendes de 356 millions de dollars est très inférieur au bénéfice net de l'exercice 2021 et également très inférieur au flux de trésorerie libre de l'exercice 2021. Même si ArcelorMittal envisage une augmentation progressive du dividende au cours des prochaines années, ce n'est manifestement pas la voie choisie par l'entreprise pour récompenser ses actionnaires. La société profite de ces importants flux de trésorerie libre actuels pour racheter ses propres actions sur le marché et les annuler, ce qui permet à la famille Mittal de se renforcer proportionnellement dans le capital et devrait se traduire tôt ou tard par une hausse du cours de l'action, par raréfaction du papier et augmentation du bénéfice net par action. Ce rachat-annulation d'actions constitue une manière intéressante d'enrichir l'actionnaire par l'intermédiaire d'une plus-value potentielle sur les titres, non immédiatement taxable. Plus précisément, la moitié des flux de trésorerie disponibles, free cash flow, restant après le paiement du dividende, sera affectée à un programme de rachat d'actions devant être réalisé au cours de l'exercice suivant. Pour que ce programme de rachat d'actions soit mis en œuvre, il faut que la condition suivante soit réalisée. La dette nette divisée par le résultat d'exploitation moins les amortissements moins les dépréciations moins les éléments exceptionnels, donc il faut que ce rapport soit inférieur ou égal à 1,5. Regardons à présent ce qu'il en est du programme de rachat d'actions d'ArcelorMittal sur l'exercice 2021. Sur l'exercice 2021, la société a mis en œuvre 5 programmes de rachat d'actions. Elle a racheté en 2021 170,9 millions d'actions pour un montant global de 5,2 milliards de dollars. En 2022, les achats sur le marché se poursuivent puisque la société a mis en œuvre jusqu'à présent 2 programmes de rachat d'actions. Le dernier s'étant terminé le 8 juin 2022. Donc actuellement, la société ArcelorMittal, en 2022, a racheté à peu près 64 millions d'actions. Si on tient compte du dividende de 0,38 $ versé en juin 2022, au moment où je vous parle, nous en sommes à 2,356 milliards de dollars retournés à l'actionnaire sur l'exercice 2022, soit 2,68 $ par action. Le 1er août 2022, la société débuta un nouveau programme de rachat d'actions pour 1,4 milliard de dollars. Ce programme de rachat d'actions doit se terminer avant mai 2023 et son ambition est d'acheter environ 60 millions de titres ArcelorMittal supplémentaires. Une fois ce programme de rachat d'actions terminé, le nombre d'actions autodétenues sera d'environ 90 millions, soit plus de 10% du capital que la société pourra choisir d'annuler. J'ai rarement vu une telle gourmandise de la part d'une entreprise. Je pense qu'il s'agit aussi de profiter de la force relative du dollar par rapport à l'euro pour ramasser le maximum de titres avant de les annuler. Le tableau à l'écran montre que la société ArcelorMittal annule ses actions autodétenues à un rythme effréné. Le 4 août 2021, la société annule 70 millions d'actions. Le capital de la société se réduit alors à 1 milliard 32 millions 809 772 actions. Ce qui suppose qu'avant le 4 août, le capital de la société était constitué d'environ 1 milliard 103 millions d'actions. L'annulation des actions autodétenues s'est poursuivie et le 18 mai 2022, le nombre d'actions de la société fut réduit à 877 809 772
par l'annulation de 60 millions d'actions autodétenues. Ainsi, en l'espace de quasiment une année, on est passé d'un capital formé de 1,103 milliard d'actions à un capital formé de 878 millions d'actions environ. Donc la réduction du nombre d'actions sur la période est très importante. Cette forte réduction du nombre d'actions composant le capital va forcément nous être bénéfique tôt ou tard, parce que cela va se traduire par une hausse du bénéfice net par action, et donc forcément par une hausse du cours. Notons qu'une fraction de 608 millions de dollars d'une obligation convertible en actions, d'un montant initial de 1,25 milliard de dollars, arrive à échéance en mai 2023. Les détenteurs n'ont pas accepté l'offre de rachat proposée par la société. Cela pourrait se traduire au maximum par la création de 65,6 millions d'actions supplémentaires ou la remise d'une même quantité d'actions autodétenues. Nous allons à présent aborder la dernière partie de mon exposé qui traite des défis géopolitiques et des défis environnementaux que la société va devoir relever. La compagnie a une exposition significative à ce qui se passe en Ukraine, puisqu'elle y possède une usine sidérurgique intégrée ayant produit 4,9 millions de tonnes d'acier en 2021, et elle y extrait également 11,7 millions de tonnes de minerai de fer. Au bilan, les activités en Ukraine comptent pour 2,3 milliards de dollars. L'acier étant l'un des seuls matériaux à être entièrement réutilisable et recyclable, il jouera un rôle de premier plan dans la construction de l'économie circulaire du futur. Cependant, l'industrie sidérurgique n'est pas sans poser des problèmes environnementaux du fait de son caractère énergivore et de ses importants rejets de dioxyde de carbone, notamment lors de la fabrication de la fonte dans les hauts fourneaux et lors de la transformation de la fonte en acier. À l'échelle mondiale, la production d'acier est responsable de 7% à 9% des émissions de dioxyde de carbone. Je rappelle que le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre, mais ce n'est pas le seul. Pour fixer les idées, notons que dans la filière fonte, la production d'une tonne d'acier relargue entre 1,8 et 2,2 tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, contre entre 0,3 et 0,6 tonnes de dioxyde de carbone pour une tonne d'acier issue de la filière recyclage. À la vue de ces chiffres, le bon sens commande de privilégier le recyclage des ferrailles pour réduire l'impact sur l'environnement, et c'est l'une des pistes qu'ArcelorMittal emprunte. La fusion des ferrailles est très consommatrice d'énergie électrique, mais le recyclage mis en œuvre fait que le bilan écologique est globalement très favorable. Traditionnellement, 8 à 10% de ferraille sont ajoutés dans les convertisseurs des hauts fourneaux. ArcelorMittal compte passer à 25% pour ses aciers plats. Notons que la modélisation montre que, pendant de nombreuses décennies encore, les stocks mondiaux de ferraille seront insuffisants pour satisfaire la demande mondiale d'acier par le seul recyclage des ferrailles. De sorte que le monde continuera à dépendre de la fabrication d'acier primaire pendant des décennies. Une autre piste incontournable pour diminuer les rejets de dioxyde de carbone dans l'air consiste à le capter pour une utilisation ultérieure du dioxyde de carbone par l'industrie chimique. C'est le procédé CCU pour CO2 Capture on Utilisation, ou son stockage dans des réservoirs géologiques souterrains. C'est le procédé CCS pour CO2 Capture on Storage. Par exemple, à Gand en Belgique, ArcelorMittal déploie son projet Cabalist, utilisant la technologie développée par son partenaire LanzaTech. La société installe 4 bioréacteurs géants qui convertiront 125 000 tonnes de dioxyde de carbone capté par an en 80 millions de litres de bioéthanol. Ce projet de 180 millions d'euros devrait être mis en service avant fin 2022
et générer à terme 75 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Une variante de Cabalist, le projet Carb H-Flex, sera mis en œuvre par ArcelorMittal pour décarboner la production d'acier issue de deux de ses usines françaises, celle de Dunkerque et celle de Fos-sur-Mer, et ce sera fait à partir de 2027. Le principe de cet investissement de 1,7 milliard d'euros est de récupérer le dioxyde de carbone produit dans le haut fourneau pour le faire passer dans un bioréacteur contenant un biocatalyseur constitué de bactéries naturellement présentes dans les crottes de lapin et dont la fermentation donnerait de l'alcool isopropylique et de l'acétone, autant de composés utilisés pour la production de matières plastiques. Ce procédé permettrait de recycler 20% du dioxyde de carbone produit par un haut fourneau. L'entreprise a annoncé en novembre 2021 la mise en place d'un plan d'investissement de 10 milliards d'euros pour réduire ses émissions de dioxyde de carbone de 25% dans le monde à l'horizon 2030 et de 35% pour ce qui est des activités européennes. ArcelorMittal s'est fixé comme but d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour y parvenir, elle mène de nombreux projets permettant d'utiliser le dioxyde de carbone formé, comme ceux dont nous avons déjà parlé, mais elle s'efforce simultanément de limiter sa production en développant deux filières de production d'acier à faible émission de dioxyde de carbone, la voie hydrogène-DRI et la voie Smart Carbone. La voie hydrogène-DRI utilise le dihydrogène pour enlever les atomes d'oxygène liés aux atomes de fer dans le minerai de fer. On obtient alors du fer presque pur, DRI pour Direct Reduced Iron. On dit encore que le dihydrogène a réduit le minerai de fer en fer. ArcelorMittal construit une usine prototype utilisant la voie hydrogène-DRI à Hambourg. Il s'agit de la seule installation de ce type en Europe. Elle doit démarrer en 2023. Pour le moment, l'essentiel du dihydrogène utilisé est fabriqué à partir du gaz naturel. Il s'agit alors de dihydrogène dit bleu, dont la synthèse relâche du dioxyde de carbone. En théorie, la capture du dioxyde de carbone produit par les unités de DRI à partir de gaz naturel pourrait diminuer de 59% la quantité de dioxyde de carbone libérée dans l'atmosphère par tonne d'acier produite. À plus long terme, l'entreprise utilisera du dihydrogène vert dans ses installations fabriquant du DRI. Ce dihydrogène vert sera probablement produit par électrolyse de l'eau liquide, c'est-à-dire par le passage d'un courant électrique d'origine renouvelable dans l'eau liquide. La seconde filière de production d'acier à faible émission de dioxyde de carbone est la voie Smart Carbone. La voie dite Smart Carbone a l'avantage de préserver l'utilisation des hauts fourneaux, ce qui limite les surcoûts et en fait l'option privilégiée sur le court terme, c'est-à-dire la décennie à venir. Le sigle SMART signifie Steel Making with Alternative Reductants, c'est-à-dire fabrication d'acier avec des réducteurs alternatifs. Au cœur de la filière Smart Carbone se trouve l'idée de remplacer les réducteurs fossiles, coke et charbon pulvérisé, par du charbon synthétique associé au captage du dioxyde de carbone formé pour la synthèse d'autres composés chimiques. En théorie, la capture du dioxyde de carbone émis par les hauts fourneaux pourrait diminuer de 63% la quantité de dioxyde de carbone produit par tonne d'acier. Le charbon synthétique est obtenu par un procédé appelé torréfaction. Il consiste à transformer par chauffage de la biomasse, résidus forestiers, déchets agricoles de bois, etc., ou des déchets contenant du carbone, matières plastiques non recyclables par exemple, en une substance très semblable au charbon sortant des mines. C'est précisément l'objet du projet Toronto qu'ArcelorMittal met en œuvre dans son usine sidérurgique de Gand en Belgique. Il consiste en la construction de deux réacteurs d'une capacité de produire chacun 40 000 tonnes de charbon synthétique par an, pour un coût de 55 millions d'euros. Le premier réacteur devrait entrer en production en 2022 et le second en 2024. Pour diminuer les besoins en charbon des hauts fourneaux,
et donc leur émission de dioxyde de carbone, il existe une autre possibilité qui consiste à injecter directement un gaz réducteur dans le haut fourneau par l'intermédiaire de ces tuyères. Dans le cadre de son projet IJAR, sur son site de Dunkerque, ArcelorMittal teste l'injection d'un mélange gazeux réducteur formé de monoxyde de carbone et de dihydrogène fabriqué par un réacteur plasma. Les résultats sont concluants puisqu'on observe une diminution des rejets de dioxyde de carbone de 21,4%. Quand le dihydrogène sera meilleur marché, on pourra envisager de l'utiliser comme agent réducteur à la place du mélange de monoxyde de carbone et de dihydrogène dont on a parlé précédemment. Évidemment, ces technologies ne seront pas utilisées seules. Elles seront couplées entre elles pour parvenir à l'objectif que s'est fixé l'entreprise en 2050, à savoir la neutralité carbone. ArcelorMittal pense que Smart Carbon peut donner des résultats plus rapidement et contribuer de manière significative à la réduction des émissions de CO2 au cours de la présente décennie, tandis que la production à l'échelle industrielle de la voie hydrogène DRI ne sera probablement pas significative avant 2030 en raison des coûts élevés actuels. Dans tous les cas, la décarbonation de la production d'acier en Europe aura un coût, et il sera nécessaire que les pouvoirs publics prennent les mesures adéquates pour préserver la compétitivité des sidérurgistes européens face à ceux qui n'ont pas encore les mêmes contraintes, car toutes les régions du monde n'avancent pas au même rythme dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone. L'entreprise estime que les coûts de production grimperont de 30 à 60% pour la voie Smart Carbon et de 50 à 80% pour la filière hydrogène DRI. Autre détail, les laitiers produits durant l'élaboration de l'acier sont récupérés par d'autres industries, comme les cimenteries par exemple.